monde est là, sauf une personne que je vais excuser. Et je veux bien que Gilles Boeuf, Philippe Vasseur, Jacques Livage et Olivier Varlet, vous me rejoigniez sur scène pour démarrer cette plénière de clôture pour parler de biodiversité, de sources d'inspiration, comme source d'inspiration. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ça va ? Alors je sais que vous n'êtes pas hyper à cheval sur les processus protocolaires. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas s'il y a un ordre républicain, mais on a quand même envie de commencer avec toi, Gilles, parce que donc, Gilles Boeuf a évidemment plusieurs vies. Et pour parler de celle qui concerne directement ce site, Gilles Boeuf nous a fait l'amitié d'être le premier président du CBIOS, à une époque où il était président du Muséum national d'histoire naturelle. Et puis aujourd'hui, conseiller de Ségolène Royal. Alors les titres de conseiller, c'est toujours un peu compliqué, donc je préfère le lire. Conseiller scientifique pour les sciences de la vie, de la nature, du climat, de l'océan, auprès de la ministre Ségolène Royal. Donc il y a un peu de boulot. Je veux bien, Gilles Boeuf, un petit rappel sur 2-3 choses. D'abord, pourquoi être là aujourd'hui ? Parce que tu étais à l'origine de cette aventure du CBIOS, mais avant le CBIOS, à l'origine d'autres épisodes préalables sur la sensibilisation au biomimétisme, et quel intérêt tu y vois aujourd'hui, peut-être avec cette nouvelle casquette plus proche du ministère, en matière de potentiel de développement et de nouvelles sources d'inspiration. Merci beaucoup. Merci, alors bonjour à tous. Je suis ravi bien sûr d'être avec vous ce matin, c'est pas sans émotion d'ailleurs, parce que ça me ramène à des discussions dans le temps, il y a 7 ou 8 ans, avec des gens, dont d'ailleurs Patricia qui est là, sur ces questions du biomimétisme. À l'époque, on traduisait en français l'ouvrage d'Aline Benius, qui parlait justement de s'inspirer du vivant pour faire mieux, avec une considération de la nature un peu particulière dès le départ. On allait faire mieux, mais dans des considérations effectivement de respect, de partage, beaucoup plus que ce qu'on avait pu faire au niveau du progrès technologique auparavant. Alors, président du Muséum d'histoire naturelle, évidemment que j'étais dans la biodiversité jusqu'au cou. On est venu me chercher dans mon laboratoire marin, dans ce petit village catalan qui s'appelle Banyuls-sur-Mer, en 2007. En me disant, voilà, j'avais publié effectivement chez Odile Jacob un livre qui s'appelait « Quel futur pour la biodiversité ?» Après une invitation du Collège de France d'ailleurs. C'était le premier colloque du Collège de France à l'étranger, c'était à Bruxelles, pas très loin, mais c'était l'étranger. Et c'était Jean-Pierre Changeux qui m'avait dit « Viens nous raconter une histoire en 2006 ». Je me prends au jeu et puis je raconte une histoire. Et un petit peu avant était sorti un papier dans Science, écrit par Steve Palombi, où Palombi disait finalement le plus puissant moteur de l'évolution aujourd'hui, c'est la présence de l'humain sur la Terre avec ses activités, bien sûr, d'élevage d'animaux domestiques et de plantes cultivées. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, j'avais passé ma vie à m'intéresser à des milliards d'années et des centaines de millions d'années où les facteurs d'évolution, c'était la longueur du jour, la température de l'océan, le sel de l'océan, la température de l'air, la composition en oxygène, les compétitions pour l'alimentation. Et il venait nous dire, lui, non, non, c'est pas ça, c'est l'humain. Et puis, je me suis pris au jeu. Alors, je travaille toujours comme ça, j'ai tout lu. Pendant 4 mois, j'ai fait que ça, je ne dors pas, donc c'est facile. Et puis, ça m'a amené à cette conférence, justement, au Collège de France, à cet ouvrage en 2008, et à me dire, finalement, c'est vrai que cette bio-inspiration, je préfère le mot bio-inspiration, parce qu'on ne copie pas la nature, on ne la mime pas, on s'en inspire. Vous verrez, c'est assez important à mettre ici, parce que c'est trop une traduction littérale de l'anglais, c'est comme développement durable. Sustainable development, c'est un développement soutenable, pas durable. Donc, la bio-inspiration, le biomimétisme, c'était ça, c'était finalement, le premier aspect qui me plaisait, c'était le respect et le partage. Et surtout, le vivant est absolument génial parce que l'histoire qu'on racontait, 4 milliards d'années, un petit peu moins, tout se fait toujours dans une optimisation des profits. On ne maximise pas, comme veut le faire l'économie actuelle, on optimise toujours, alors on ne l'a pas dit, à des coûts d'énergie les plus bas possibles. Et je prends souvent l'exemple avec notre ami Olivier Allard de la libellule. La libellule, elle fait des choses incroyables. Bien meilleures que n'importe quel hélicoptère de combat. Vous allez avoir plein d'exemples ici, bien sûr. 9 techniques de vol, voilà pratiquement 100 km/h, énergie quelques watts, avec capteurs absolument géniaux dont rêvent tous les gens qui font de l'aéronautique.
Elle pèse pratiquement rien du tout. Et puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On assèche les mares où vivent les larves de libellules. Elle a 345 millions d'années, on la foule aux pieds. Et c'est ça qui m'a beaucoup bouleversé à l'époque. Notre arrogance actuelle, notre capacité à ne pas se préoccuper de ce qui n'est pas nous, cette envie de détruire en fait ce qu'on ne comprend pas, ou pire de dominer. On me dit, mais l'humain a été créé, alors par qui? D'ailleurs, première question pour un écologue, créé par qui? Pour dominer la nature. C'est mon premier cours d'écologie. On n'est surtout pas là pour ça. Même au niveau religieux, aucune religion n'a dit qu'il fallait effectivement polluer, détruire la nature dans laquelle on se trouve. Et le biomimétisme est une très jolie type d'approche, comme me disait tout à l'heure Madame la Ministre, pour aborder ces questions. Et en tant que président du muséum, je cherchais en fait, en dehors de la science pure, de la recherche scientifique, de terrains d'activité originaux, novateurs, et je pense vraiment vers un progrès pour l'ensemble de l'humanité, pas pour quelques-uns. C'était justement la bioinspiration d'un côté et les sciences participatives de l'autre. Et on peut les lier, bien souvent. Et surtout, ce que j'adore, moi, aujourd'hui, c'est cette union, cette intimité entre des chercheurs fondamentaux qui font de la recherche, Jacques, au départ, sans projet particulier. On découvre des choses. Après, qui ont l'astuce d'utiliser ces connaissances pour faire mieux. Tout le développement technologique. L'entreprise privée, bien évidemment. Qui est-ce qui crée des emplois? C'est bien l'entreprise privée, bien entendu. Les ONG, le monde associatif est important aussi. Et l'État n'est là que pour mettre de l'huile dans les rouages, pas pour compliquer la situation. L'État est là pour amener, faciliter ces relations. Donc il faut aimer partager, il faut un goût de l'harmonie. La nature a un fabuleux goût de l'harmonie. Ça peut être très violent, mais l'harmonie est toujours là, à long terme. Et surtout, le respect de ce qui existe ailleurs et le respect de ce que font aussi les autres. Et c'est pour ça que je combats beaucoup ces mouvements actuels très délétères, du transhumanisme, par exemple, hein, où on va me dire, bah, écoutez, demain, l'humain, il y a un type qui fait une conférence qui vous dit, demain, vous allez vivre 1000 ans. 1000 ans, diantre. Vous vous rendez compte, 1000 ans, on est à 7,3 milliards d'humains aujourd'hui. C'est pas ça le combat. Il y a 1 milliard d'euros sur la table chaque année pour travailler sur ces questions d'augmenter la longévité de l'humain. J'ai regardé depuis quelques années. Ça n'augmente pas du tout. C'est toujours Jeanne Calment qui a le record, 122. Là, le japonais qui avait 116, il est mort il y a 3 semaines. Il y a une colombienne qui va durer 3 mois, et 3 mois, et 3 mois. On voit que les humains, les doyens de l'humanité sont à 110, 111. Ça n'augmente pas. Donc, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas de vivre plus longtemps. C'est de vivre bien plus longtemps. Ça, c'est autre chose. Vivre à un âge raisonnable, bien sûr, en bonne santé, dans de bonnes conditions. Et puis, c'est aussi, bien sûr, l'économie qu'on évoquait à l'instant. Cette économie actuelle qui consiste à faire de l'argent et du profit en détruisant la nature ou la surexploitant, elle est morte. Par contre, on souffre encore. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde aujourd'hui. Et le biomimétisme participe merveilleusement à cet aspect particulier. Donc voilà pourquoi moi je suis là, parce que vous défendez une idée, puis en plus vous avez rendu pratique quelque chose auquel je rêvais depuis longtemps, avec Pascal, avec Kalina, avec bien sûr tous les gens qui sont venus ici, hein. Francis qui a été l'instigateur de tout ça aussi. Pruche, toi-même. Vous avez réussi à mettre sur papier et ensuite en activité quelque chose dont on rêvait et qui nous permettra de beaucoup mieux faire dans l'avenir. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Bravo Gilles Boeuf. On continuera la conversation. Peut-être Philippe Vasseur. Alors pardon, j'excuse, j'ai oublié tout à l'heure, j'excuse Philippe Rappeneau, vice-président de la région Hauts-de-France, qui, comme vous le voyez, est sur des sujets dont on va nous parler aussi, Philippe Vasseur, parce qu'on est sur la transition, la révolution industrielle, la redynamisation, la revitalisation. Philippe Vasseur, vous êtes aujourd'hui dans une transition vous-même entre le poste de président de la CCI Nord-de-France, qui à l'époque vous a permis de lancer, avec M. Percheron, à l'époque président de la région Nord-Pas-de-Calais, cette troisième révolution industrielle sous l'impulsion de l'économiste américain Jeremy Rifkin. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment chez vous ici, jusqu'au sud de l'Oise, au titre de, là aussi, je veux le dire précisément, en tant que commissaire spécial pour la revitalisation et la réindustrialisation des Hauts-de-France. Alors, même question qu'à Gilles Boeuf, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous passionnez? Vous nous avez fait l'amabilité de venir il y a déjà 6 ou 8 mois pour prendre connaissance un petit peu du CBIOS, de ce dossier, de ce qui se passait ici. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre bio-inspiration, développement durable, transition énergétique, redynamisation industrielle, etc. Pourquoi est-ce que l'innovation permet de créer des emplois? Je rappelle que BioMexpo est très orienté développement économique. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup tenu à votre présence. Je crois que vous avez été le premier à dire oui.
J'ai dû vous poser la question en janvier, vous avez été un peu étonné. Nous sommes le 1er juillet. Je crois savoir aussi que vous avez refusé quelques autres contraintes d'agenda pour être là. Donc merci encore une fois d'être là. Vous pouvez parler ici ou au pupitre, c'est comme vous voulez, pour nous expliquer votre nouvelle fonction et votre intérêt pour la bioinspiration et le rôle que la bioinspiration peut jouer là-dedans. Merci. Alors je suis là parce que je partage ce que vous avez dit, il n'y a aucun problème, mais particulièrement le fait que nous sommes à la fin d'un monde. J'en suis tout à fait convaincu et l'entreprise, qui est le milieu que je fréquente énormément, a quelquefois du mal à l'imaginer. Et s'il y a vraiment une chose qui m'exaspère, c'est quand j'entends dire on a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on changerait, alors que nous sommes aujourd'hui dans une mutation qui est un bouleversement considérable. D'où le fait que nous avons souhaité, il y a déjà quelques années, avec ce prospectiviste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, dont je partage une partie des idées, mais pas toutes, mais il a au moins le mérite d'agiter le cocotier. C'est de dire le monde que nous vivons est en train de changer, d'avoir été à l'initiative de cette construction, relayée ensuite par le président du conseil régional, Daniel Percheron, ce projet de troisième révolution industrielle que nous appelons maintenant REV 3 pour notre région Nord-Pas-de-Calais à l'époque et qui s'étend maintenant aux Hauts-de-France. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de se dire que nos ressources ne sont pas inépuisables, que nous devons changer de modèle de production, de modèle de consommation, même de modèle d'organisation de notre société pour rentrer dans une société qui sera une société différente de celle qui est hier, que nous avons connue hier. L'objectif étant d'arriver à une société décarbonée, de faire que le numérique ne soit pas... que nous ne soyons pas l'esclave du numérique, mais au contraire que nous le mettions à profit, etc. Donc je ne vais pas développer, vous avez une petite brochure à l'entrée, ce qu'est la troisième révolution industrielle. Simplement, pour moi, c'est une mutation profonde à la fois de nos façons de travailler et de modèles économiques qui est en train de s'engager. Et j'ai trouvé que votre démarche, quand vous me l'avez présentée, sur la bio-inspiration, oui, vous avez raison, quelquefois on se trompe sur les mots. Mon biomimétisme ne me gêne pas. Le développement durable me gêne davantage, parce que je pense qu'on doit vraiment parler de développement soutenable, et la mauvaise traduction des mots anglais. Et ce que nous cherchons, hein. Nous cherchons, moi je représente le monde économique, on m'a chargé, je ne suis plus président de la Chambre de commerce à partir d'aujourd'hui, puisque j'ai accepté une mission qui est une mission intéressante dans la mesure où elle m'a été confiée à la fois par un gouvernement qui je crois est un gouvernement de gauche et par le président du conseil régional qui je crois est à la tête d'une majorité dite de droite. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une approche qui était une approche non politicienne pour faire en sorte que nous puissions travailler conjointement, ensemble, à la revitalisation de nos territoires. Je tiens beaucoup à la notion de revitalisation de nos territoires. La réindustrialisation, c'est une autre chose. Elle est importante aussi, étant entendu que l'industrie de demain n'aura rien à voir avec l'industrie d'hier. Et je termine, avec votre permission. Je pense que dans la bio-inspiration, il y a des voies d'innovation dont nous n'avons pas encore exploité tous les aspects et qui peuvent nous permettre demain de prendre ce que nous souhaitons, hein, de reprendre un temps d'avance et de créer de nouvelles activités, de créer de nouvelles entreprises, de créer de nouveaux emplois dans un cadre qui est un cadre très très différent de celui que nous avons connu hier. Autrement dit, vous êtes, pour moi, une partie non négligeable de ce que j'appelle la troisième révolution industrielle, de ce que Rifkin appelle la troisième révolution industrielle. Merci beaucoup. Je rebondis juste sur un terme, cette idée d'être une partie dans un tout, c'est-à-dire que la bio-inspiration ne se targue pas d'avoir le monopole de la croissance soutenable, etc. Mais c'est une source d'inspiration parmi d'autres. Dans les acteurs de la troisième révolution industrielle, il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent sur des innovations ou qui mettent en place déjà des innovations, et notamment dans le domaine économique et industriel, qui participent à la préservation de l'environnement, etc., sans qu'elles soient forcément bio-inspirées. Et puis, dans le sens contraire, vous avez de temps en temps des innovations bio-inspirées qui ne sont pas forcément en droite ligne avec la préservation du vivant, de la biodiversité, etc. Ça, on en parlera en fin de journée, à travers une table ronde un peu provoque, qui consiste à dire
chers amis, entreprises, industriels, etc., vous vous inspirez du vivant pour faire de l'innovation technologique, c'est formidable. Et si vous le rendiez un peu au vivant, c'est-à-dire véritablement trouver ce cercle vertueux où l'innovation industrielle et économique participe aussi à la préservation du vivant. Jacques Livage, on voudrait vous entendre parler évidemment de biomimétisme ou de bioinspiration. Et comme vous adorez parler des diatomées, j'ai laissé vos 2-3 slides sur les diatomées, parce que c'est toujours un plaisir. Si vous voulez les manipuler ici, vous serez peut-être plus à l'aise. Alors Jacques Livage, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous avez, un peu comme Gilles Boeuf, été à l'origine de ce début d'aventure du CBIOS, parce que le chemin est encore très... Là, on vous reçoit en grande pompe, mais bon, il y a encore beaucoup de chemin. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un article de 1977 dans Le Monde, où vous inventez le mot chimie douce, et vous parlez, alors pas forcément avec ces mots, parce que de temps en temps, d'autres ont d'autres talents pour inventer des mots, etc. Mais vous parlez de développement durable ou soutenable, avec vos mots à vous, mais surtout 10 ans avant Brundtland, dans cet article de 1977 qu'on pourra donner, un article collector qu'on pourra donner. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur... vous êtes évidemment professeur au Collège de France, vous êtes un scientifique, je sais que vous n'appréciez pas forcément beaucoup ces prises de parole un peu institutionnelles, mais on voudrait vous écouter quelques minutes, nous parler de biomimétisme, nous parler du génie du vivant et nous parler un petit peu de ces diatomées formidables. D'accord. Vous pouvez me... Je vous montre juste. Ça marche, oui. Avec la flèche droite. D'accord. Merci. OK. Bon, tu as parlé de cet article de 1977 qui effectivement c'était un article, l'idée c'était simplement la suivante, c'était vous vous promenez dans une raffinerie de pétrole. C'est pas terrible, il y a de la fumée partout, du feu, etc. Et vous vous promenez dans une forêt, c'est superbe. Ben, ils font la même chose. Et donc l'idée c'était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas, nous humains, s'inspirer de la nature et faire moi je suis chimiste et chimiste des matériaux, et faire une chimie qui s'inscrive dans le cadre naturel. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors c'est ça l'idée, ce n'était pas du tout ce que je faisais à l'époque. À l'époque, je travaille toujours sur le verre. Le verre, vous connaissez comme matériau, vous avez tous été voir des souffleurs de verre. Il y a toujours un four qui est là à côté, qui est chauffé entre 1000 et 1500 degrés pour pouvoir faire le verre. Donc a priori, je dirais, il n'y a aucune raison d'associer le verre et le vivant. Aucune raison d'associer le verre et le vivant, mais cette idée de chimie douce, etc., me restait dans la tête, et c'est pour ça que je suis arrivé tout à fait par hasard, je dois dire. Je dirais même que le virage s'est fait en moins d'1 minute. En lisant quelque chose, je me suis dit, tiens, mais ça c'est extraordinaire, on y va. Et ça y est, le lendemain, je revenais au laboratoire en disant à tous mes chercheurs, bon, c'est fini, on arrête ce qu'on faisait, on part dans cette direction-là. Alors la direction, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les diatomées. Alors pourquoi les diatomées m'intéressent? Je vais essayer de vous l'expliquer. Les diatomées, c'est le plancton marin. Tous ceux qui entendent parler de l'expédition Tara autour de la Terre, ils étudient le plancton dans les différents océans. C'est le plancton marin, ce sont des tout petits organismes, c'est des organismes unicellulaires. Donc une seule cellule. Et microalgues, c'est-à-dire que ça fait de la photosynthèse, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La moitié de l'oxygène que nous respirons vient de là. Donc c'est aussi important que les forêts équatoriales et tout cela. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que chimiste travaillant sur le verre, c'est que ces petits micro-organismes se protègent du milieu extérieur. S'ils n'étaient pas protégés, ils seraient mangés immédiatement par des prédateurs. Se protègent en s'entourant d'un coquillage, d'une coquille, et, miracle, cette carapace, cette coquille, elle est en verre. Alors, la première chose, si vous voulez, qui frappe, c'est la chose suivante. Moi, humain, et puis ça c'est depuis quelques milliers d'années, quand on veut faire du verre, on prend du sable, on le met dans le four, on chauffe à 1500 degrés, et puis on le fond. Donc on utilise du verre fondu. Là, c'est pas du tout pareil, c'est dans l'eau, à température ambiante, c'est non pas du sable fondu, mais du sable dissous. Et c'est ce que j'ai appelé, quand l'eau remplace le feu, la chimie douce, c'est-à-dire que ces micro-organismes sont 1000 fois plus intelligents que moi. Ils arrivent à faire du verre à température ambiante, dans des conditions ambiantes, dans de l'eau. Donc c'est ça qui est intéressant.
Alors, par analogie, on s'est dit comment font-ils? Et il y a toute une branche de développement dans la chimie des matériaux, dans l'élaboration des verres et des céramiques, donc une gamme de matériaux extrêmement importante, toute une voie de recherche. Et quand je dis recherche, plus que cela, avec de très forts liens avec l'industrie, avec beaucoup de procédés industriels qui ont été développés depuis. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simplement une rêverie de chercheurs, mais c'est quelque chose qui est aussi une réalité économique. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est la chose suivante, c'est de se demander comment font les diatomées. Bon, elles font du verre à température ambiante dans l'eau, d'accord? En fait, pour ceux qui sont chimistes, elles font du verre comme on fait un polymère, comme on fait du nylon, du plexiglas, choses comme ça, par des réactions de polymérisation. Je n'en décris pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que cette unicellulaire, cette cellule toute seule, elle va faire des foules de choses. Mais elle va faire des foules de choses simplement en faisant du verre. Elle ne peut pas faire autre chose. Elle ne peut pas dire, tiens, je vais prendre un bout de fer, je vais prendre un fil électrique, je vais prendre ceci, je vais monter un truc. Non, elle est obligée avec le verre de faire tout. Alors c'est ça qui est intéressant. Alors premièrement, vous savez bien que dans l'eau, par exemple, les organismes se protègent dans l'intérieur d'une coquille, d'un coquillage, et les huîtres se protègent avec un coquillage qui est une carapace qui est du carbonate de calcium. C'est ce qu'on appelle une céramique, et c'est une opération assez facile à faire. Les diatomées, elles ne peuvent pas faire ça. Une coquille d'huître, ce n'est pas transparent. On ne peut pas faire de photosynthèse, on ne peut pas utiliser l'énergie du soleil. Donc il faut que ce soit transparent, donc il faut que ce soit du verre. Donc c'est, je dirais, la raison fondamentale pour laquelle ces diatomées vont fabriquer, pour se protéger, une carapace qui va être une carapace en verre, donc pas pareille que celle des autres coquillages que vous allez trouver dans la mer. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que ce soit transparent, mais il faut bien sûr que la cellule qui est à l'intérieur de cette boîte puisse vivre, puisse échanger avec le milieu extérieur. Alors quand c'est une huître, c'est facile. C'est un bivalve, on ouvre et on échange avec le milieu extérieur. La diatomée, c'est pas possible, c'est une boîte en verre. Elle est éclose. Et puis une seule cellule, il n'y a pas de muscle, etc. pour manipuler un couvercle. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont faire des trous. Donc c'est plein de trous. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Les diatomées, quand elles meurent, elles tombent au fond de l'océan, et puis ça fait des sédiments. Il y en a plein au Massif central. C'est un matériau qui était intéressant parce qu'il est plein de trous, il est très poreux. Il sert industriellement, je crois que c'est 100 000 tonnes par an, l'utilisation en France. Elle sert pour faire des filtres, par exemple, filtrer le vin de Bordeaux. Il y a une autre application aussi, qui est un peu plus coquine, c'est Nobel. Nobel a fait de la dynamite. La dynamite, c'est de stabiliser un liquide qui est la nitroglycérine, qui explose au moindre choc, en l'imprégnant dans des coquilles de diatomée. Et ça fait la dynamite. Et bien sûr, l'homme a eu tellement peur de cette arme redoutable que toutes les guerres se sont arrêtées immédiatement. C'était un peu le rêve qu'il avait. Donc il y a des trous. Bon, c'est facile pour échanger le matériau. Mais ce qui est encore plus subtil, c'est la chose suivante. Et ça a été découvert très récemment, dans les moins que les 10 dernières années. C'est que ces trous ne sont pas n'importe comment. Si vous regardez là, les trous, vous voyez qu'il y en a des gros, des petits, et ils sont très réguliers. Ils forment ce qu'on appelle un réseau périodique. Et c'est ce qu'on appelle en physique des cristaux photoniques. Alors ça veut dire quoi, des cristaux? Vous savez ce que c'est, c'est des atomes qui sont, cristal de quartz, par exemple, des atomes qui sont répartis de façon régulière. Et ici, ce n'est pas des atomes, c'est des trous. C'est des trous, et la distance entre les trous, c'est la même distance que la longueur d'onde de la lumière. Ça veut dire la chose suivante. Ces diatomées vont jouer avec la lumière de la même façon que dans un semi-conducteur, on joue avec les électrons. Donc vous allez avoir tout un tas de propriétés, je dirais, d'optique photonique extraordinaires qui sont derrière cette affaire-là. Les diatomées ont inventé ça il y a 200-300 millions d'années. Le but essentiel, c'est que ça sert de filtre et ça les protège des UV. Nous, quand on va à la plage, on se met une crème. Non, elles ont fait des trous. Si les trous étaient répartis n'importe comment, les UV passeraient. Mais là, ils ne passent pas. Et donc, ils ne sont pas brûlés par le soleil et ils peuvent récupérer le maximum d'énergie. Et bien voilà, voilà un petit peu ce qui est, je dirais, extraordinaire quand vous regardez. Alors surtout, moi je suis
émerveillé par les micro-organismes. Bon, quand c'est un éléphant, etc., même un être humain, on dit, bon, il y a des bras, il y a des jambes, il y a une tête, il y a des yeux, et tout ça, ça réfléchit. Une diatomée, une cellule unique, ça ne réfléchit pas. Mais ça sait faire des choses absolument extraordinaires. Et qui, en plus, compte tenu des contacts qu'on peut avoir avec le milieu ambiant, conduisent à des applications. Des applications réelles. Alors peut-être un des intérêts, je termine sur cette phrase-là, du Sébios dans cette affaire-là. Moi, je suis chimiste. Bien évidemment, il faut des gens de la biologie marine. Pour la culture des diatomées, il faut Tara pour aller voir où sont les diatomées dans les océans. Il faut des physiciens. Cet aspect de cristal phonique, c'est de la physique et de la physique sophistiquée. Et comme vous le savez, en France, dans les universités, il y a beaucoup de barrières entre les disciplines. Donc peut-être un des intérêts du Sébios, c'est de casser ces barrières et de créer des ponts pour permettre à des biologistes, des chimistes, des physiciens, etc., de travailler ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Jacques Livage. Merci beaucoup pour cette vision des diatomées. C'est toujours très inspirant. Alors la transition est toute trouvée avec Olivier Varlet, parce qu'Olivier Varlet aussi, c'est de la dynamite. Et Olivier Varlet est quelqu'un de très pragmatique. Juste pour expliquer, le Sébios a une présidence qui est assumée par le pôle de compétitivité Matikem. Antonio Molina, président du pôle de compétitivité Matikem, sera là cet après-midi. Il avait une contrainte ce matin. Olivier Varlet est directeur général de ce pôle de compétitivité, donc d'une certaine manière assume le rôle de président, en tout cas de représentant du président. Olivier, un pôle de compétitivité, c'est fait pour développer de l'activité économique, mettre en relation des acteurs divers et variés sur un territoire. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans un autre domaine à travers le biométisme ici au Sébios. Matikem est membre fondateur du Sébios depuis l'origine. Un peu la même question qu'à tout le monde. Pourquoi être là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Matikem s'est aussi pris de passion pour la bio-inspiration? Comment ça vous parle? Comment ça te parle en matière d'innovation potentielle dans les milieux économiques et industriels? Et notamment peut-être du côté des matériaux, puisque Matikem est un grand spécialiste des matériaux innovants. Et je crois que dans le vivant, ils ne sont pas mauvais en matière de matériaux. Merci Alain. Bonjour à tous. D'abord, peut-être un mot sur la fonction d'un pôle de compétitivité. Oui, il faut mettre en action un certain nombre d'acteurs. La mission première d'un pôle de compétitivité, c'était d'accroître la compétitivité des entreprises. Et cette compétitivité, dans notre jargon, on l'appelle la compétitivité hors coût. En fait, c'est comment donner des facteurs suffisamment différenciants pour ne pas être comparable à un certain nombre de concurrents et en tirer avantage. Pour ce faire, il faut que des univers se parlent, l'univers de la recherche, l'univers de la formation, l'univers de l'industrie. Et c'est compliqué puisque les langages sont différents. Voilà, ça c'est le rôle premier d'un pôle de compétitivité. Au quotidien, ça veut dire trouver des partenaires différents sur une problématique, accompagner ces partenaires dans la rédaction d'un projet, et puis accompagner la recherche de financement, etc. Alors, nous, notre domaine, il y a un tas de pôles de compète en France. Il y en a 71 très exactement, avec des domaines de spécialité répartis sur le territoire. Et il en existe d'ailleurs dans d'autres pays sous des appellations diverses et variées, cluster, SPL, land allemand, etc. Nous, c'est chimie verte, matériaux. Il se trouve qu'il n'y a pas de matériaux avec des caractéristiques et des propriétés s'il n'y a pas un peu de chimie. Alors évidemment, il y a la fameuse image de la chimie avec ses cheminées, les mauvaises odeurs, etc. Et nous, c'est évidemment pas de cette chimie-là qu'on parle, d'autant que, vous le savez, la Commission européenne, par ses contraintes, ses règlements, ses normes, nous oblige sans cesse à faire respectueux de l'environnement, respectueux de l'homme, c'est quand même le minimum,
et ce qui rend le challenge encore plus intéressant. J'y ajouterai d'ailleurs une dimension, puisque nous étions en réunion avec Philippe Vasseur hier sur la responsabilité sociale et environnementale. Quand on parle de profit, la profitabilité, elle peut avoir une caisse de résonance monétaire, mais je suis complètement d'accord avec mes prédécesseurs, c'est comment vivre mieux, comment ne pas mettre en péril notre environnement, et en fait, quelqu'un l'a dit avant nous, comment on rend la planète, ou plutôt comment on transmet la planète à nos enfants et nos petits-enfants. Alors, pour nous, le biomimétisme, communément, on a une autre façon d'appeler ça, c'est l'observation des sciences du vivant. Je suis évidemment beaucoup moins spécialiste que Gilles Boeuf, mais il semble que dans les livres d'histoire que je regardais de temps en temps quand j'étais à l'école, au début, l'homme observait le feu, le vent, l'eau, etc. Et pendant des millions, des milliards d'années, on a cherché à maîtriser ces éléments. Et puis, à travers l'exemple de Jacques sur les diatomées, on cherche aussi à maîtriser un certain nombre de technologies sur la base de cette observation du vivant. Bon, il y a quelques exemples, je pense qu'ils vont jalonner cette journée, hein, avec le fameux velcro, le nez du Shinkansen, etc. Donc nous, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le biomimétisme, non pas pour forcément copier, mais pour s'en inspirer. J'aime bien aussi cette différence de terminologie. Et sans cesse trouver des propriétés nouvelles à des matériaux, avec un challenge qui est énorme. C'est comment on peut rendre le pays indépendant à l'égard de ressources qui se font rares sur la planète. Hein. La première d'entre elles, le fameux pétrole. Il se trouve que dans les Hauts-de-France, on a la chance de pouvoir travailler sur des thématiques à quelques-uns, avec le pôle industrie agro-ressources, nous-mêmes, Matikem, avec l'Institut français des matériaux agro-ressourcés, et puis toutes les filières d'usage. Évidemment, j'oublie pas mes collègues du textile matériaux, puisqu'on en fait des objets fabuleux. On a la chance de travailler sur ces sujets-là, le végétal, pour essayer de convertir des agro-ressources en matières plastiques respectueuses de l'environnement. Peut-être, Olivier, un exemple d'innovation industrielle en matière de matériaux. Quel est l'intérêt de la bio-inspiration sur la problématique matériaux aujourd'hui ? Pourquoi ça peut intéresser des industriels dans leur process de production ? Eh ben, par exemple, alors, il y en a un très concret qu'on a réussi avec un acteur que vous connaissez tous, qui s'appelle Arc International. Donc on est dans le domaine du verre. Un certain nombre de contraintes réglementaires empêchaient l'utilisation de certains composés chimiques. Faut savoir par exemple que dans une table de cuisson vitrocéramique, il y a un stabilisant dans le verre qui s'appelle de l'arsenic, et qui, un certain nombre de contraintes nous obligent à regarder les choses autrement. Et puis vous avez tous connu le plomb dans le cristal. Hein. Aujourd'hui, tout ça est terminé, et Arc a mis au point le fameux quartz, avec des qualités mécaniques bien supérieures au cristal tel qu'il était fait avant. Dans ce projet qui s'appelle Découvert, je peux en parler, aujourd'hui il est terminé avec succès. On a travaillé sur des matières organiques qui ont permis d'aller chercher des palettes de couleurs qu'on n'obtenait pas avec des produits chimiques. Bon. Il s'est trouvé que c'est sous l'impulsion de cette contrainte normative qu'on a regardé comment il était possible d'aller chercher des pastels dégradés en rose, des pastels en bleu. Vous verrez aujourd'hui dans le commerce des tasses à café avec l'intérieur peint en gris et l'extérieur en vermillon brillant, etc. Sans danger pour l'être humain, bien évidemment. Et aujourd'hui, au terme d'un certain nombre de tests et de contraintes, puisque nous sommes dans la rubrique art de la table, il faut éviter que le revêtement du verre se raye quand on utilise le couteau. Il faut éviter que les couleurs passent après 1000 lavages au lave-vaisselle. Voilà, donc il y a un certain nombre de contraintes qui renvoient à un cahier des charges techniques. Tout ça a été fait avec succès.
Et aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'articles qui sont fabriqués à Arques, chez nous, dans les Hauts-de-France, et qui se trouvent dans les magasins. Donc c'est directement palpable. Et évidemment, être en capacité de faire ça, c'est bien sûr répondre à un besoin d'une clientèle, mais c'est aussi ancrer de l'emploi et de l'industrie dans notre région. Et c'est la vocation d'un pôle de compétitivité. Merci Olivier. Qu'on peut applaudir aussi, puisqu'on a applaudi les autres. Merci. Gilles Boeuf, Philippe Vasseur, peut-être dans le projet de loi biodiversité, la ministre Ségolène Royal parle explicitement de biomimétisme ou de bioinspiration, et même explicitement du symbiose, c'est quand même formidable. Comment est-ce qu'aujourd'hui se noue le lien entre le pouvoir public, le législateur, et la sphère économique, les industriels, pour développer et intensifier ce type d'approche? Alors évidemment, spécifiquement sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire de l'innovation bio-inspirée, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique aujourd'hui? On parlait tout à l'heure de casser un peu les frontières, d'éviter les schémas de pensée un peu formatés, etc., voire des jugements de valeur. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une dynamique intéressante, plus positive en France sur ce lien entre la sphère publique et la sphère privée? Beaucoup de chercheurs bossent dans des unités mixtes et sur cette capacité à faire ensemble et à inventer ensemble un monde de demain et en partie inspiré du vivant. Comment vous sentez l'évolution des choses, s'il vous plaît? Non mais heureusement, le propre d'un entrepreneur, c'est d'innover. C'est pas de reproduire à l'infini ce qui s'est fait depuis des siècles, encore que, mais on peut le faire différemment. Je pense que le monde de l'entreprise, ça n'a pas forcément été très vite. Mais globalement, le monde de l'entreprise a compris que la mutation était vraiment rapide et était vraiment profonde. Qu'il y avait de nouveaux process, qu'il y avait de nouvelles attentes, qu'il y avait de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés qui pouvaient s'ouvrir. Et bien évidemment, donc, ils sont tout à fait attentifs. Je pense que ce qui s'est passé d'une certaine façon dans le domaine du numérique, où on a vu au départ quelques réticences. Je rappelle que nous sommes quand même un pays dans lequel on n'a pas cru à Internet parce qu'on avait inventé le Minitel et qu'on pensait que le Minitel allait battre Internet. Non, mais ça mérite aussi qu'on se le rappelle de temps en temps. Et là, le monde économique est peut-être allé un peu plus vite en s'appropriant le numérique et le reste a suivi. Ce qui s'est passé dans le numérique est en train de se passer dans d'autres domaines. Dans le domaine de l'énergie, par exemple. Dans le domaine, je pense qu'on effleure, le biomimétisme ou la bio-inspiration, on effleure pour le moment. On est quelquefois en balbutiement. La première fois où je suis venu vous voir, moi, je savais à peine de quoi il s'agissait. Je l'avoue tout à fait humblement. Et aujourd'hui, quand on montre quels peuvent être les débouchés, Gilles Boeuf me donnait des exemples qui sont des exemples absolument extraordinaires et qui peuvent faire rêver des entreprises. Je connais une entreprise dans cette région, je ne vais pas la nommer parce que je ne sais pas si Roquette serait content que je parle d'eux, mais je connais une entreprise dans cette région qui, précisément, est en train de regarder dans le domaine du biomimétisme ce qu'ils peuvent en tirer pour leur propre business. Donc oui, je pense qu'on est à l'aube, disons, d'une implication du monde économique dans ce que nous sommes en train de découvrir. Merci. Oui, Gilles, peut-être un mot complémentaire. Et on les aidera. Oui. On les aidera. Le rôle qui est le nôtre. Moi, je suis en quelque sorte aujourd'hui à l'intersection des pouvoirs publics et du monde économique. C'est d'établir des passerelles et c'est de faire en sorte que l'on puisse créer les conditions qui permettent l'émergence de nouvelles activités. C'est pas simplement de mettre de l'argent, etc. C'est de créer tout un ensemble de conditions qui peuvent permettre de faire basculer notre monde industriel dans cette nouvelle ère que la nature peut effectivement nous aider à déchiffrer. Tout à fait. Et je dis souvent, on aurait vraiment tort de s'en priver. Alors bien sûr qu'on est sur une dynamique de rapprochement. Encore une fois, quel est le rôle de l'État? Faciliter la situation, pas se mettre à la place des gens. L'État est très mauvais, lui, c'est pas une entreprise. Et c'est là qu'il faut cette créativité du chercheur fondamental, de l'ingénieur qui transforme ça en technologie intéressante, je vais revenir, d'entreprises privées et même du monde associatif. Et ça, il est clair que ces nouvelles lois, elles sont là pour faire ça. Mais on se voit qu'on se heurte à des lobbies parce que, encore une fois, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde et ce monde, il continue à résister. Et je vais revenir à Edgar Morin qui est mon maître à penser. Edgar Morin disait, vous savez, la Terre, c'est un quadrimoteur. Et finalement, on est à la recherche d'innovation. Sans innovation, il n'y a pas effectivement de développement soutenable. Et l'innovation, pour le vivant, on a dit, il a démarré il y a 4000 millions d'années. C'est quand même pas mal. Et il dit finalement, les quatre moteurs, c'est
La science, ok, il nous faut de la science, il faut baser nos raisonnements sur de la science, souvent, ça nous aide à aller plus vite et plus loin. La technique, quelle technique on fait à partir de la science? L'économie, quel type d'économie? Pas celle que j'évoquais tout à l'heure. Et le profit. Et on revient au mot profit qui a été dit tout à l'heure. Il dit en fait, chaque moteur de ce quadrimoteur peut être très bénéfique pour l'humanité, mais également très délétère. C'est quel usage fait-on de la découverte scientifique? Et là, en nous écoutant tous ici, puis je suppose qu'on est là, on est passionné par le biomimétisme, il y a une infinité de choses. Donc je crois qu'il faut absolument que ces lois soient discutées. Alors il faut passer par-dessus des lobbies, mais de toute façon ces lobbies ils vont s'écrouler d'eux-mêmes, parce qu'ils défendent des choses auxquelles ils ne croient pas. Ils savent bien qu'il faudra changer. Après, c'est une question de délai après. Les non-nicotinoïdes, c'est typique. Bon, 18 mois de plus, mais il faut qu'on arrête. En plus, certains savent très bien s'en passer et font des très belles productions sans eux. Donc arrêtons. Donnons une image de la chimie un peu plus noble que ce qu'elle avait jusqu'à présent, que tu évoquais tout à l'heure. Donc c'est ça le débat. Et je termine par une petite découverte. Cette semaine, venez à la Fondation Cartier, on commence cet après-midi, une exposition sur les sons de la nature. Vous découvrirez une crevette qui s'appelle Gun Shrimp, la crevette pistolet. Elle fait 4 cm. On ne sait pas comment encore. Elle émet un son qui correspond à 9 fois le bruit d'orchestre symphonique. Comment elle fait ça? C'est génial. Voilà. Merci. Merci Gilles Boeuf. Je vous préviens tout de suite, on va faire une pause à moins le quart. Vous aurez le temps d'aller reprendre un café et un petit jus d'orange. Et puis j'ai fait une bourde, évidemment, je vous ai prévenu tout à l'heure que c'était une première, donc on allait un peu essuyer les plâtres, parce que la région est représentée. Alors vous avez sans doute remarqué que la région Hauts-de-France est présente sur cet événement, s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe ici, et on en est absolument ravis. Et je voudrais, appeler Nathalie Lebas, pour représenter la région de France et notamment le président Bertrand, pour nous dire un mot sur ce que attend la région de la bioinspiration, du biomimétisme, de ce qui est en train de se passer ici. Et après, on essaiera de garder 5 minutes pour 2-3 questions dans la salle. Et à moins le quart, on vous libère pour faire une petite pause d'1 quart d'heure, s'il vous plaît. Merci. Pardon Nathalie, et merci d'être là. Merci Alain. Bonjour à tous. Tout d'abord, donc, Alain nous l'a dit, je souhaite excuser Xavier Bertrand, qui est retenu sur d'autres engagements pris précédemment et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Je suis ravie de le faire en tant que présidente de la commission enseignement-recherche du Conseil régional des Hauts-de-France, mais c'est également pour moi un clin d'œil, qui suis maire adjoint de Senlis, de représenter notre région aujourd'hui. Que dire si ce n'est que je me réjouis de voir le territoire senlisien ainsi mis à l'honneur par le prisme de l'innovation au niveau régional, national et même européen. L'institution que je représente, le Conseil régional aujourd'hui, souhaite défendre et porter les potentialités des territoires. Nous affirmons en particulier notre engagement derrière les projets de recherche et d'innovation qui feront les découvertes et les emplois de demain. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, le biomimétisme, il y a encore peu de temps, parlait à peu de monde. Aujourd'hui, vous l'avez mis en lumière et nous vous en remercions. Dans le sillon que trace Xavier Bertrand, la région des Hauts-de-France entend plus que jamais apporter son soutien aux projets de qualité, créateurs d'activités nouvelles et d'emplois. C'était notre slogan de campagne, au travail. Aujourd'hui, c'est notre priorité. Depuis janvier, notre exécutif a développé ou mis en place plusieurs dispositifs afin de favoriser la création d'emplois, qu'il s'agisse d'accompagner les citoyens à trouver un emploi, notamment à travers Proche Emploi, le Pass Emploi, le plan apprentissage, ou qu'il s'agisse d'aide aux entreprises. Je pense par exemple à la réduction des charges patronales ou au dispositif CAD. Nous œuvrons également via la mise en place des fonds régionaux dédiés à la recherche et à la gestion des fonds européens que le CBIOS a su solliciter. Le Centre européen d'excellence en biomimétisme se veut innovant. Les discussions et débats qui prendront forme aujourd'hui et demain le confirmeront. Ce site a déjà bénéficié d'un accompagnement de la région à travers les fonds européens, plus particulièrement dans le cadre de la convention ITI, Investissement territorial intégré, au cœur du volet urbain du programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020.
Il reste beaucoup à faire et le défi est devant nous. C'est pour ce faire que le Conseil régional des Hauts-de-France est présent à Biomime Expo. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre stand. Sur ses fondations, le CBIOS a toute l'attitude pour monter en puissance en matière de découverte scientifique et technique, pour développer son attractivité pour les chercheurs, pour faire émerger concrètement cette filière innovante. Et en tant que Senlisienne, j'ai envie d'ajouter, de prouver qu'il représentera un atout majeur pour Senlis, mais aussi l'Oise et le territoire régional dans son ensemble. Pour conclure, je citerai Colette qui disait que l'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Et au CBIOS, nous en sommes au début. Alors je vous souhaite de belles conférences et beaucoup de jolies découvertes. Merci. Merci beaucoup. On garde, s'il vous plaît, restez là. Merci beaucoup Nathalie. Assieds-toi, je t'en prie. S'il vous plaît, restez là. Je veux bien qu'à la régie, on donne un micro pour les questions de la salle. Puisque non seulement on est on time, mais en plus on a un peu de respiration pour discuter. Parce que vous avez remarqué que l'objectif, au-delà du protocole, des prises de parole, etc., c'est d'essayer de casser un peu les frontières, etc., et de discuter. C'est aussi pour ça, pardon pour les intervenants, qu'il y a un peu de brouhaha de fond. Voilà, ça fait partie un petit peu de l'idée de l'ambiance. Alors, quelques questions, s'il vous plaît, dans la salle, à qui vous voulez. Vous avez un micro qui va circuler. Allez, s'il vous plaît, quel est le premier qui se lance? Ah, Patricia, formidable. Merci. Merci d'être là ce matin, je sais que ce n'était pas facile. Patricia Ricard, merci. Merci, puis vraiment quel bonheur, pardonnez-moi, quel bonheur d'assister au premier Biomime Expo. Je sais comment vous avez porté avec énergie et passion ce sujet. Merci à vous, les intervenants. Ma question s'adressera peut-être plus à Gilles Boeuf et Jacques Clivage. Comment faire passer cette transdisciplinarité essentielle pour le biomimétisme dans un pays où l'éducation reste encore très en silo? Quel message et par où on commence, quoi? Merci. On était hier sur France Culture pour le dernier épisode de la Marche des sciences. Et la question, c'était éducation et transversalité. Donc on était là avec des gens qui préoccupaient d'éducation. Alors c'était donc surtout l'école primaire et le collège. Après, on est déjà plus formaté. La question est réelle. La nouvelle loi, elle a beaucoup de défauts, mais elle a aussi cette qualité d'amener des enseignants qu'il va falloir reformer à travailler en commun pour qu'on puisse expliquer aux enfants que nos grandes questions qu'on a à résoudre sont transversales. Il faut dire à un petit gamin qui est bon en maths qu'il apprenne l'anglais. S'il veut parler avec un mathématicien chinois, c'est comme ça. Et puis que les mathématiques sont indispensables en physique, la chimie indispensable en biologie, etc. Donc il y a un vrai travail éducatif qu'il faut reprendre à l'école. Après, le reste, c'est une sorte de bonne volonté. Tous ici, on a assisté à des naissances de nouvelles sciences. La biologie moléculaire, on ne l'a pas enseignée, on l'a créée. Et puis on la transfère. Donc la question elle est là, c'est comment au niveau du système global on arrive à faire des choses. Et je termine par, j'étais jeudi soir au musée d'Orsay pour l'assemblée annuelle des réassureurs d'assurance. Croyez-moi que ces gens-là, ça leur coûte des sous le changement climatique. Hein. Donc ils ont aujourd'hui contracté des experts parmi les meilleurs scientifiques au monde pour modéliser, des mathématiques encore justement, ce qui peut se produire avec les niveaux de probabilité. Est-ce qu'on va voir tous les ans les inondations qu'on a eues à Paris? C'est 1,3 milliard, hein, j'ai vu la somme à payer. C'est une vraie question. Donc c'est pour te dire que sans transversalité, on ne pourra pas répondre à ces questions particulières. Il faut que chacun soit spécialiste dans son domaine, mais le respect des autres et discuter avec eux. Merci beaucoup. Oui, on parle beaucoup de s'inspirer du vivant, s'inspirer des autres, c'est pas mal non plus. Une deuxième question et une troisième, s'il vous plaît. Généralement, c'est la première qui est la plus difficile, mais Patricia vous a aidé là. Merci. Bon, je vais rebondir sur cette problématique de l'enseignement et de la communication. Et donc, je ne sais pas comment au CBIOS vous avez imaginé peut-être de prendre le temps d'aller vers le grand public, vers les scolaires. Est-ce qu'à terme, vous envisagez d'avoir un pôle de médiation, en fait? Oh non, pas du tout. Ça ne vous intéresse pas du tout. Alors, je vais répondre en 2 secondes au nom du CBIOS, même si Pascal Loisler, Madame le maire, vous pourriez répondre également, ou Kalina Raskin. Mais bon, pour faire très très court, depuis le début de ce projet, il y a un mot-clé qui est lié à tous les autres, c'est le mot formation. Il y a un autre mot, transdisciplinarité, etc. Mais vraiment, l'idée
d'être dans la formation, d'être dans la sensibilisation, y compris pour un événement comme celui-ci. Alors vous avez des orateurs hors pair, on va avoir juste après une succession d'intervenants de grands groupes industriels, des start-up, des chercheurs, etc., qui sont très pointus dans leur domaine, mais tout est intelligible, et même un événement comme celui-ci est tout public. Donc, et vous remarquerez là-bas, dans les salles d'exposition, beaucoup de pédagogie sur ce qu'est le biomimétisme. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, Barbara Pompili l'a elle-même dit, c'est un sujet extraordinaire, mais qui n'est pas encore si connu que ça. Donc ça mérite d'en parler, ça mérite de le mettre dans le poste, d'allumer le poste, de mettre des gens devant, etc. Parce qu'il y a une espèce de préconscience sur tout ce qu'on dit là. C'est-à-dire que la nature soit performante, efficace, etc. C'est préconscient chacun d'entre nous. Donc pour terminer, le CBIOS participe beaucoup à la pédagogie du biomimétisme, enfin avec la petite équipe que représente le CBIOS aujourd'hui. Et sur le site ici, au-delà d'une opération plus éphémère et événementielle comme celle-ci, l'idée c'est de pérenniser un musée, ça serait beaucoup dire, ça ne serait pas l'esprit à mon avis, mais une sorte d'espace permanent de sensibilisation, etc. Sachant que depuis plusieurs années, je termine par ça, la ville de Senlis a souhaité assez intensément focaliser la fête de la science sur le biomimétisme, mais au-delà de ça, sur la science, et bien souvent la science et les arts. Et pendant ces journées fêtes de la science, qui sont des journées nationales en octobre, il y a tout le temps des conférences et des expos grand public pour travailler à cette sensibilisation. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Pardon, je n'aurais pas voulu prendre la parole. Alors, juste une dernière question pour nos orateurs, parce que c'est eux qui... Daniel Grenier, merci. Merci, Daniel. Je m'adresse un peu aux politiques, et notamment ceux de la région. Vous savez que les pôles de compétitivité ont pour mission de labelliser des projets et les financements viennent par derrière. Mais on peut constater que tous les aides au financement existent actuellement ne sont dirigés que sur des projets qui débouchent sur des matériaux, des produits nouveaux. Ce matin, avec le CBIOS, on voit que ce qu'on est en train de construire, c'est de l'intellectuel. Et on a besoin de fonds d'aide au fonctionnement sur le financement d'individus qui, au départ, permettent de faire prendre la mayonnaise par le travail intellectuel, de décloisonnement, de rencontres. Alors, ça n'est pas matériel, c'est immatériel, et il n'y a aucun dispositif actuellement, à ma connaissance, qui existe pour financer ce type d'amorçage. Alors, je vous demandais, est-ce que vous avez une solution en préparation ? Alors oui, à la fois via les fonds Innovation Recherche. Donc actuellement, il est déjà possible de financer notamment des chercheurs. Le conseil régional prend en charge en fait, le coût d'un chercheur pour des sujets choisis. Et donc il suffit de monter un dossier et de passer en commission. Et également aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au nouveau plan de financement européen 2016-2020. Et l'appel à projet se fait à la rentrée de mémoire. Monsieur Vasseur pourra peut-être en parler plus. Également, le 8 juillet, nous aurons la définition des plans stratégiques sur lesquels nous souhaitons investir. Mais soyez assurés qu'à la fois par la gestion des fonds européens, puisque maintenant c'est le Conseil régional des Hauts-de-France qui gère les fonds européens pour notre région, et à la fois via les fonds Innovation Recherche, vous avez tout à fait la possibilité de financer de l'intellect comme vous le souhaitiez, et véritablement quelque chose qui n'est pas matériel de suite. Merci Nathalie Lebas. Je crois qu'Olivier Varlet veut faire un complément à la question. Oui, merci. Oui, parce que je suis concerné évidemment en tant que pôle de compétitivité, ainsi que quelques collègues. Bien sûr, il y a des instruments financiers pour alimenter des projets. Le problème, c'est qu'il y a une dizaine d'années, à l'émergence des pôles de compétitivité, si ça a été mis au point, c'est parce que ce n'était pas spontané dans le monde des PME.
Nous sommes en mars 2000 au traité de Lisbonne et on observe que l'investissement en R&D par rapport au PIB par habitant, il est de 3 points. Juste pour indication, en Nord-Pas-de-Calais, en 10 ans, on est passé de 0,67 à 1. En 2011, puisque ce sont des chiffres que j'ai bien en tête, la France était à 2,08 quand l'Allemagne était à 3,08. Donc c'est loin d'être évident. Et pour accompagner ces entreprises et les acculturer à l'innovation, il faut des hommes et des femmes qui s'en occupent. C'est ce qu'évoque Daniel Greny dans sa question sur le volet animation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à participer. Et je salue d'ailleurs, encore une fois, toute l'équipe CBIOS, Pascal Loiseleur, Alain, Kalina, tous les gens qui travaillent là-dessus, Francis Pruche, pour nous avoir permis de pénétrer un petit peu ce monde-là, parce que c'est aussi un message que je voulais passer. Nous avons à la française un mode de fonctionnement hyper cloisonné. J'ai attrapé au vol un mot de Patricia tout à l'heure dans sa question, le silo, l'effet silo. On travaille en silo. Si vous allez dans le monde anglo-saxon, si vous allez voir les Japonais, si vous allez voir les Américains, vous verrez que ça travaille de façon matricielle. Il faut décloisonner les systèmes, il faut que les mondes se parlent. C'est la seule possibilité de rendre cohérents les solutions qu'on trouvera pour l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentale, on s'implique beaucoup dans le CBIOS. Voilà le message que je voulais passer. Merci Olivier. Eh bien, on va suivre ton invitation, on va se décloisonner, on va se parler autour d'un jus de fruits et d'un café. On fait une pause, on redémarre pile à 11h pour 4...